Bonjour! Attendez, j'enlève la deuxième paire de lunettes de soleil. Parce que j'ai perdu mes solaires de vue, donc on fait avec les solaires qui sont pas adaptés à ma vue, plus mes lunettes de vue, c'est n'importe quoi. Bref. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Vroom Vroom. Je vais couper la musique, sinon on va se faire striker pour droit d'auteur, ce serait dommage. Donc quoi on va parler dans cet épisode, je n'en sais rien. Mais je me suis dit que comme j'étais en arrêt, enfin en vacances du coup maintenant, même si c'est en prolongation de mon arrêt, et que je vous fais pas de vlog de... Ah, il y a une voiture, faut que je prio. Voilà. Comme je suis en vacances et que je n'ai pas de disque dur, donc que je ne peux pas vous faire d'épisode de vlog de vacances de mars, je me suis dit tant qu'à faire, autant essayer de vous faire un petit épisode de podcast Vroom Vroom ou deux. Comme ça, au moins, on est sûr d'avoir un peu de contenu quand même. Ce sera peut-être pas un contenu que j'ai posté tel quel. Je pense que si j'ai des gros bugs et tout, dû au fait que je conduis en même temps que je vous les filme, peut-être que je ferai un peu de montage et tout pour éviter trop de soucis, mais je vais le garder en format au naturel le plus possible. Le but, c'est vraiment que ce soit nature peinture. Donc si, on peut commencer tout simplement par la raison de pourquoi j'étais en arrêt. Tout simplement parce que depuis août, j'ai pas vraiment pris, enfin depuis juin, j'ai pris que 2 semaines de vacances qui étaient en octobre. Que 2 semaines de vacances qui étaient en octobre du coup, et pendant ces 2 semaines de vacances là, j'ai principalement fait la première semaine, je n'ai fait que dormir avec mon chat parce que je venais de l'adopter et que j'étais très fatiguée parce que je venais de passer un été magique, un été incroyable sur lequel on va revenir plus tard. Et la deuxième semaine, en fait, je l'ai passé à faire des allers-retours à droite à gauche, en se disant que les 3 week-ends, donc le week-end du début de vacances, c'est-à-dire que j'étais en le samedi le travail, le samedi soir j'étais en soirée, le samedi d'après j'étais en soirée, le samedi d'encore après j'étais en soirée. Donc ça explique aussi que j'ai eu beaucoup de repos, alors sachant que tout l'été j'avais déjà été en soirée, que j'étais en soirée 2 à 4 fois par semaine tout l'été, à partir de mai-juin. Donc j'ai bien profité de mon été, on va dire. Je ne veux pas se mentir là-dessus, j'ai très bien profité de mon été. Et ouais, et en fait, dans ce profitage d'été, du coup, en fait, il y a eu mon avortement dont je vous ai parlé dans un vlogmas. Donc, si vous me suivez pas sur la chaîne YouTube, que vous me découvrez là-dessus pendant les vlogmas, j'ai annoncé un peu à tout le monde, hors personnes qui le savaient déjà, en sachant que les personnes qui le savaient déjà étaient très peu nombreuses. J'ai annoncé du coup, entre guillemets, tout le monde que voilà, j'avais dû subir un avortement. Et en fait, on va revenir là-dessus, du coup, de comment ça s'est passé ça pour moi. Parce que je pense que j'en ai aussi besoin pour catharsiser le truc. Parce que j'en ai reparlé plusieurs fois avec des amis, etc. Je pense que j'ai besoin de le poser quelque part et de me dire ça c'est bon, c'est posé, je peux me le sortir de la tête dans le sens où s'il y a des gens qui veulent me poser des questions là-dessus, je les renvoie à la vidéo et c'est réglé quoi. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, donc l'été arrivant, je rencontre des gens, je rencontre des potes à mes potes et ça part d'un délire à la con. Je saurais même plus vous dire en détail pourquoi, mais en gros, on était avec des potes et ces potes-là, c'est moi qui les ai emmenés en soirée parce que c'était plus simple, que j'étais toujours en retard et que eux ils étaient à l'heure. Et que du coup, pour minimiser le fait que je sois en retard, en gros, le temps que je finisse de me préparer, eux, ils venaient poser la voiture. Il y en a un qui venait chercher la deuxième, et avec la deuxième, ils venaient poser la voiture chez moi, et comme ça, au moins, après, on partait ensemble, et du coup, en fin de soirée, je ramenais la première chez elle, et je ramenais la seconde chez elle, du coup, et le premier, qui avait mis sa voiture, et ben, du coup, je le ramenais, entre guillemets, chez moi, pour qu'il récupère sa voiture. Rien de bien choquant niveau regard, quoi. Mais du coup, sur le trajet retour, une fois qu'on a déposé ma pote, l'alcool est dans, je sais pas pourquoi, on en vient à parler de mon ex.
On n'avait pas tant que ça en parler de mon ex, mais on vient en parler du fait que depuis mon ex, je n'ai rien fait à part une fois qui était totalement catastrophique, que je ne vous raconterai pas parce que bah, ça n'a pas l'intérêt d'être raconté. Et oh, il y a des vélos. Putain, il fait beau, il y a des vélos, c'est sûr. Bouge pas, mais je peux le doubler alors. Je double un petit vélo. Le deuxième. Ah mais le deuxième, il a avant un virage, faut que j'attende qu'il passe le virage pour avoir la visibilité. Est-ce que là, j'ai le temps avant que l'autre arrive? Non, parce qu'il y a un autre virage. Alors, on va décélérer. Pour ça, j'aime bien l'été, mais j'aime pas l'été en même temps, parce qu'il y a beaucoup de vélos sur les petites routes que je prends. Et j'aime pas quand il y a beaucoup de vélos, parce que justement, ben, j'ai une petite voiture, j'ai pas beaucoup de chevaux. Et du coup, attendez, j'ai mis le micro en marche. Oui, c'est bon, j'ai mis le micro en marche. Non, parce que voici laisser de faire une redite de certaines fois. Quand même. Et donc voilà, on en vient à parler avec ce gars-là que je connais très peu. C'est genre la deuxième ou la troisième fois qu'on se voit en soirée. On a parlé un peu, mais sans grand plus, quoi. Tu vois, genre on a parlé, mais on se connaît pas tant que ça. On a rien parlé du fait que j'ai rien fait. Sauf qu'on est en fin de soirée, il est 6h du mat, et l'alcool aidant, une discussion entre l'autre, on en vient à parler de ça. Et du fait que du coup, bah, depuis ce plan foireux-là, ça fait à peu près 4 ans que j'ai rien fait. Ce qui, moi, je le vivais pas mal, hein. Je vivais pas mal d'avoir rien fait depuis 4 ans. Tu sais, toi, genre, c'était ma vie, genre, petit partage de vie. Pourquoi on est venu à parler de ça, je saurais pas vous dire, je me souviens pas. On est venu à parler de ça. Et il m'a lâché cette phrase incroyable, mais extrêmement drôle, mais en même temps extrêmement incongrue de « Ah non, mais c'est pas possible, il faut que je règle ça ». S'en est suivi tout un débat d'une heure où en gros on est rentré chez moi, où je l'ai fait aller dans sa voiture, on avait échangé nos instants entre temps pour prévoir pour les prochaines soirées que ce soit plus simple, hein. Qu'on sache directement qui va où, patati patata. Et s'ensuit un petit débat d'une heure de vas-y, mais au pire, fais-moi. De toute façon, je vais dans ma voiture. Non, mais dors pas dans ta voiture, on monte à la maison. Au pire, mais par contre, on fait rien, on fait que dormir. J'ai pas eu leur alerte, je voulais tout de suite, non, on n'a pas fait que dormir. C'est au débat d'une heure, on a commencé par se mettre au lit en disant qu'on allait dormir, et puis au final, on n'a pas dormi du tout. Et en fait, c'est devenu un PCR. Pas un PCRA, je te vois arriver, Morgane. Pas un PCRA, juste un PCR. C'est-à-dire qu'on se voyait, soirée tranquille, normale comme de rien et tout, et fin de soirée, bam, ça finissait ensemble. Mais quand on était en soirée, tu voyais juste deux collègues, personne ne se doutait qu'il y avait quelque chose de plus, quoi. Et à ce moment-là, j'avais arrêté ma pilule. Et du coup, comme mon médecin traitant m'avait dit, la pilule, ça se reprend pas, ça se reprend le premier jour de règles. J'avais calculé à peu près quand étaient mes dernières règles, j'avais calculé à peu près quand arrivaient mes prochaines règles. Et en fait, là, je vois que les prochaines, elles arrivent pas. Je me dis chelou. Je me dis, elles sont censées arriver entre le 3 et le 7 août. Si elles sont pas là le 7, je suis en test de grossesse. Il n'y a pas de raison, tu vois. Mais je suis en test de grossesse. Le 7, elles sont pas là. Le 16, j'achète un test de grossesse. J'en achète pas un, pas deux, mais trois, parce que je suis un peu parano. Et parce qu'en fait, je me dis, si j'en fais un, je vais pas m'y fier parce que je suis scientifique, j'aime bien confirmer mes résultats. Mais si entre le test 1 et le test 2, j'ai un résultat différent, bah, il m'en faudra un troisième pour confirmer. Je vais pas en acheter un, puis un second, puis un troisième, autant en acheter trois d'un coup. Ce qui fait que du coup, j'ai à peu près toujours un test de grossesse d'avance chez moi. Et du coup, je fais le premier. Je le fais un vendredi matin. Je sais qu'on doit sortir le vendredi soir. Je sais qu'on doit le sortir le samedi suivant. Je cherche pas à comprendre. Je me dis, bah, si je le fais. Et là, le premier, il arrive positif. Là, je me dis, non, mais c'est peut-être un faux positif. Tu vois, on sait jamais. C'est un test urinaire. Le test urinaire, c'est moins fiable qu'une prise de sang. Donc, c'est peut-être juste c'est juste un faux positif. Je cherche pas plus loin. Je cherche pas à comprendre plus loin.
Je m'inquiète un peu, mais pas trop, dans le sens où je me dis, je vais attendre de faire le deuxième test. Mais de l'autre côté, je sais qu'on est vendredi soir que je vais sortir. Je sais que le lendemain, samedi soir, on va sortir. Je sais qu'on va sortir dans les deux cas. On va rentrer entre 5 et 6 heures du matin. Donc, le dimanche matin, c'est pas le dimanche à midi, après avoir fait soirée toute la nuit, que je vais faire un test de grossesse. Donc, je sais que je le ferai le deuxième que le lundi matin. Je fais le deuxième le lundi matin. Et il est positif aussi. Là, je me dis, bon, c'est bizarre le positif. Faut que j'appelle mon médecin. Et quand j'appelle mon médecin, je me dis, je vais lui demander une prise de sang parce que je savais pas à cette époque-là que la prise de sang pour le test de grossesse, tu pouvais la faire sans ordonnance. Donc, moi, ce que je fais, du coup, c'est que j'appelle mon médecin et là, je me rends compte que mon médecin, sur sa boîte vocale, elle dit qu'elle est en vacances. Instantanément, je commence à paniquer très fort parce qu'il faut que je sache que je suis atteinte d'un trouble anxieux. Je sais pas si c'est un trouble anxieux généralisé ou c'est juste que je fais beaucoup d'anxiété et du coup c'est considéré comme un trouble anxieux parce que je suis capable de stresser à propos de tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, j'ai un trouble anxieux en cours de diagnostic. J'ai le nom d'un psychiatre, j'attends juste de reprendre le travail lundi pour avoir mes horaires de travail et pour prendre rendez-vous avec le psychiatre. Et du coup, dû à l'anxiété, je commence à paniquer très fort, je me retrouve au bord des larmes dans les vestiaires au travail. Puis je me dis non, calme-toi, là de toute façon tu peux rien faire de plus. Ce que tu vas faire au pire, il y a la maison médicale. Quand tu sors du travail à 14h, tu vas à la maison médicale et au pire tu essaies de rappeler ton médecin entre temps. C'est une ancienne boîte vocale, elle n'est pas à jour. Pas du tout, je rappelle à ma pause, c'était toujours la même boîte vocale, la boîte vocale était bien à jour. Et donc du coup, l'après-midi même, je vais à la maison médicale, je vais à l'hôpital et en fait en arrivant à l'hôpital, je vois que c'est écrit sur l'aventure de l'hôpital que la maison médicale est exceptionnellement fermée ce jour-là. Donc, je recommence à paniquer un peu plus, mais je me dis, bon, il y a une pharmacie en face de l'hôpital, peut-être que eux, ils sauront me dire où est-ce qu'il y a une autre maison médicale dans les environs pour que je puisse avoir accès à un médecin qui puisse me faire cette foutue ordonnance, en fait. Au bout d'un moment, il n'y a pas à chipoter, quoi. J'ai besoin de cette ordonnance, il me la faut. Je vais à la pharmacie en face de l'hôpital et eux, ils m'envoient dans une autre pharmacie qui est un peu plus loin, qui est entre l'hôpital et le centre et le laboratoire chez qui je vais faire mes prises de sang. Et ils me disent, dans cette pharmacie-là, il y a moyen d'avoir une téléconsultation. Là, vous pourrez voir un médecin en téléconsultation qui, du coup, pourra vous faire votre ordonnance. Et le gars, très sympathique, quand du coup, il m'a demandé pourquoi je voulais une ordonnance, je lui ai expliqué vite fait. Et il m'a dit bon courage derrière, sauf que moi, à ce moment-là, j'étais encore dans le déni, j'étais là, non, mais c'est des tests urinaires, ils sont pas fiables, ils sont moins fiables qu'une prise de sang, genre, je peux attendre la prise de sang, en fait, tout simplement. Dans ma tête, je suis encore là, non, mais les tests se sont peut-être trompés, 2 tests positifs, ils sont quand même trompés, le déni est très fort, vous pouvez me le dire. Vous pouvez le dire, il y a pas de souci. Le déni est très très fort. Et oh putain, ils ont pas fini les travaux. Ah, mais ça a l'air loin. C'est de moins loin les travaux, ils ont fait des progrès. Alors attendez, parce que là c'est un passage compliqué. Alors, il va me laisser passer parce que je vois en bas. Mais en bas c'est déjà personne. Je crois qu'il y a priorité pour moi ici. Oh là là, c'est compliqué. Et donc du coup j'arrive dans cette téléconsultation, j'ai un délai d'attente d'environ 20 minutes, sauf que moi je peux pas me permettre de valdinguer en ville, en fait. Je suis trop stressée pour me permettre d'aller valdinguer en ville. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reste là sur les 20 minutes. J'avais prévu le coup. Dans mon sac à main, j'ai toujours un livre à lire. Donc, j'avais prévu le coup. Je prends mon livre. Je lis pendant les 20 minutes et tout. Donc, dans la petite salle réservée aux téléconsultations avec 2-3 personnes à côté qui travaillent ici parce que la salle est à côté du stock et de l'imprimante et de l'endroit où il y a toutes les paperasses de la pharmacie. Moi, tu sais, je suis dans mon coin, je fais pas de bruit ni rien, tu vois. Genre, limite, on peut m'oublier, c'est pas un problème. Parce que mon but, c'est pas de déranger les gens, c'est juste d'obtenir cette putain d'ordonnance. Je vois la médecin, je lui explique la situation, elle me dit, y a pas de souci, elle me fait mon ordonnance. Je prends mon ordonnance, je vais directement au laboratoire où je fais mes prises de sang d'habitude.
Ils voient que c'est pour le truc, ils me prennent directement. Et là, je leur dis le résultat, il est sous combien de temps? Il est sous 2-3 jours? Ou... Elle me dit non, non, le résultat, vous l'aurez ce soir. Je me dis ok, nickel. Il était 16h30 ou 17h. Et je sais que pendant la soirée du samedi, à un moment, je sais plus pourquoi, j'en étais venue à totalement craquer. Parce que du coup, j'en avais parlé à personne, vu que j'avais fait qu'un test et que pour j'entendais d'en faire un deuxième et tout, le samedi soir. Et je sais plus pourquoi, j'en viens en parler au meilleur ami d'un ami. Et je sais pas pourquoi je me confie à lui en premier et pas à quelqu'un d'autre. Et puis du coup, l'un dans l'autre, je finis à me confier à un peu toutes les personnes de la soirée. Et donc du coup, le lundi, du coup, quand je sors du truc de labo, j'envoie un message à une des collègues qui était là à la soirée. Et à lui aussi, du coup, pour lui dire, à lui pas encore. Juste à la collègue de la soirée, parce que du coup, elle m'avait vu au travail aussi, parce qu'on est, avant d'être collègue de soirée, on est collègue de travail. Enfin, on a été collègue de travail, et puis 21 mars, 13h à 17h, circulation interdite. Pas de souci. On est tombé. Mais pas le 21. Parce que c'est 13h à 17h, il est 11h. On n'a pas un samedi, donc on n'est pas le 21, en fait, je suis bête. On est le 18, parce qu'il y a karaoké ce soir. Et là, c'est compliqué. Et du coup, j'envoie un message pour lui dire, écoute, je sors de ma prise de sang, j'aurai les résultats ce soir. Arrivent les résultats entre 21h30 et 22h. Et là, la prise de sang est sans appel, normalement, pour une femme normale, sous contraception ou hors contraception, qui n'est pas enceinte. Il y a un taux de bêta-HCG qui est inférieur à 5. Moi, mon taux de bêta-HCG, enfin bref, l'hormone de grossesse, elle était à 12 695 ou 680, enfin bref, une dinguerie. Elle était quasiment à 13 000. Donc là, je réalise qu'en fait, les deux tests, ils n'étaient pas faux. Les deux tests étaient vrais. Et j'ai une chance incroyable, c'est que sur la prise de sang, ils mettent en dessous que pour tout ce qui est datation, de savoir depuis combien de temps vous êtes enceinte et tout, il faut faire une échographie de datation. Ok? Super. Cherchons de quoi faire. Ah, il y a une voiture en face, je peux pas doubler. Coucou les chevaux! Je vais attendre que la voiture elle passe. Et puis on va doubler comme ça. Il n'y a plus personne. Oh là là! Et du coup, là, j'envoie la photo à ma collègue. Je lui fais, je crois que je suis dans la merde. Et la première réponse de ma collègue, c'est va falloir lui dire, parce que tu n'étais pas sûre, mais là, va falloir lui dire qu'il y a vraiment quelque chose. Je lui dis oui, je vais lui dire, mais il faut d'abord que je prenne rendez-vous pour l'échographie de datation. Que je vois combien de temps c'est. Donc là, on est à peu près, donc on est à peu près le lundi 11 ou 12 août, on est juste avant, on est le lundi 10, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, je me mettrai un calendrier, puis j'entourerai les dates au fur et à mesure. Pour ceux qui ont la vidéo, parce que je vais essayer de le poster en podcast. Même si je sais pas trop comment ça marche à partir d'une vidéo d'extraire le fichier audio pour faire un podcast, mais on va trouver une solution. Et donc du coup, elle me dit, attends, je te regarde sa vie à Doctolib, fais-lui un message à lui en attendant. Je dis ok. Donc je prends mon petit téléphone, je lui envoie un message pour lui dire que écoute, je suis en prise de sang cet après-midi, le résultat est tombé, il y a bien quelque chose. Sauf que là, actuellement, moi, je me sens pas prête d'être mère, pas dans ces conditions-là, quoi, pas avec un PCR. Moi, j'ai toujours dit que je voulais au moins un enfant dans ma vie, c'est un fait. Mais je le veux avec quelqu'un avec qui on est en couple, stable, régulier et tout, avec un PCR, c'est pas la vie que j'ai décidé de mener, je vais pas être maman dans ces conditions. Et là, il me dit, attends, je finis mon extra au bar où il faisait des extras à l'époque, maintenant il est embauché. Et je passe après. Ok. Je passe après pour qu'on en parle. Je fais ok, pas de soucis, dis-moi quand t'es en bas. Ça réveille pas tout l'immeuble, enfin, comme d'hab, quoi. Parce que oui, entre la soirée de fin août et la première soirée où
où le craquage s'est passé, c'était devenu très régulier. On l'avait genre, je sais pas, 4, 5, 6 fois, une connerie comme ça. Donc en gros, on se voyait une à deux, voire 3 fois par semaine. Le plus souvent chez moi, quelques fois chez lui aussi, tu vois. Enfin, on s'arrangeait comme on voulait, quoi. C'était pas compliqué. Et du coup, il passe ce soir-là chez moi. Pendant ce temps, moi, entre-temps, ma collègue incroyable qui m'a trouvé plein d'échographes sur Lyon et sur Santé. Sauf qu'en fait, les dates allaient super loin et moi, j'avais besoin de dates très rapides. Donc, quand j'ai ma recherche à Doctolib, je trouve une échographe, une sage-femme qui peut faire les échographies de datation. Et donc, du coup, ça mec, ce sera pas elle, ce sera son remplaçant. Mais je me dis, bon, si la nana, elle a choisi ce remplaçant-là, c'est que il doit être très doux, très bien, ça doit pas poser souci, enfin, tu vois. Je cherche pas à comprendre plus que ça, puis je me dis, de toute façon, au pire, même si on fait du mal, bon, bah, j'étais pas sous pilule, on n'a pas cherché à se protéger, on a merdé, quoi. Alors, sachant qu'avec la prise de sang, j'avais aussi demandé à faire un test IST, donc avec prélèvement. Donc, en gros, il y avait la prise de sang du bêta-HCG, plus la prise de sang IST, plus le prélèvement buccal IST, plus le prélèvement vaginal IST. J'ai fait la totale, je me suis dit, non, d'autres, on va tout faire, tu vois. Et de là, du coup, le résultat IST arrive genre ils arrivent après le week-end sur mon espace, sur l'espace des prises de sang. Et du coup, ils reviennent tous négatifs. Donc je me dis, bon, il m'a dit qu'il était clean, moi je savais que j'étais clean, parce que je m'étais fait tester après le dernier PC catastrophique, quoi. Et j'étais clean à ce moment-là. Donc, toi, je savais que j'étais clean, j'étais effectivement vraiment clean, donc tout était bon, quoi. Moi, j'ai pas cherché plus loin. Et du coup, on parle le soir et il me fait en soi, je suis d'accord avec toi, moi aussi, je vous dis que je voulais des enfants, mais il me dit dans ces conditions-là, moi, ça me semble compliqué. Il me dit, mais je vais pas prendre la décision à ta place. La décision, c'est toi qui la prends. Si tu veux le garder, cet enfant, tu peux. Je t'en empêcherai pas. Et on verra légalement pour faire ce qu'il faut. Je le reconnaîtrai, je ferai ma part des choses, on s'arrangera une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, on s'arrangera, je ferai ce qu'il faut, il y aura la pension, il y aura tout ce qu'il faut, c'est pas un souci. Enfin, je sais plus comment il me le dit, mais en gros, il faut comprendre ça. Que si je veux le garder, c'est mon choix, que lui n'a pas interféré là-dedans, qu'on a pris la décision à deux de ne pas se protéger quand on a fait ce qu'on avait à faire, bah c'est double moi. Qu'on a pris la décision à deux de ne pas se protéger quand on a fait ce qu'on avait à faire, et que du coup, peu importe les conséquences, il assumera, il sera là pour moi. Et il ajoute aussi que si j'ai besoin qu'il soit à quelques rendez-vous, que j'ai besoin de lui à quelques rendez-vous, il se démerdera toujours pour être là, pour se faire remplacer à son taf, pour bouger ses horaires, enfin dans la mesure du possible, tu vois. Et s'il peut pas bouger, il sera là, il fera en sorte de laisser son téléphone le plus souvent possible pour pouvoir répondre à mes messages et être là. Mais en gros, il montre qu'il sera présent. Et là, je me suis dit que j'étais quand même tombée sur un humain incroyable, parce qu'on va pas se mentir, mais des hommes qui, dans cette situation-là, sont aussi compréhensifs, aussi matures, qui pètent pas un câble, qui te poussent pas à avorter sans même te poser la question de toi, qu'est-ce que tu veux. Oui, il y a un traiteur, ça fait peur. C'est bon, il n'y a plus de traiteur. Des hommes aussi incroyables que ça, dans ces situations-là, je vous avoue que j'en connais pas beaucoup. Hein, on va pas se mentir. Donc on va pas se mentir, je suis clairement tombée sur une vraie perle avec lui. Et ça m'a beaucoup aidé à vivre ça. De l'autre côté, j'avais mon ami qui du coup nous a fait nous rencontrer, avec qui j'ai continué de sortir en soirée parce que j'étais là, continue de me faire sortir. Je veux pas y penser, je vais y penser le moins possible, donc continue de me faire sortir. Change-moi les idées, hésite pas. Donc dans ce mois-là, c'est elle qui m'a aidé à vivre et à faire en sorte de ne pas y penser. On va pas se mentir. Et du coup arrive le moment de l'écho, et effectivement je tombe sur quelqu'un qui est très très compréhensif et qui me propose même de me cacher l'écran pour que je puisse ne pas voir, vu que c'est une échographie de datation vue d'une interruption volontaire de grossesse, il me propose que même je ne puisse ne pas voir ce que j'ai dans le ventre, sauf que dans ma tête c'est tellement irréaliste que je suis enceinte
Qui a le pub qui décide de m'appeler? Vu que je décide, du coup, vu que dans ma tête, j'arrive pas à réaliser que je suis enceinte, dans ma tête, je suis là, non, mais je suis dans un cauchemar. En fait, quand je le dans ma tête, c'est non, mais je suis dans un cauchemar. C'est pas la vraie vie ce qui arrive, là, je suis dans un cauchemar. À tout moment, je me réveille. Donc, je regarde l'échographe, je me dis, bah, c'est très gentil de votre part. Mais non, je préférerais voir parce que j'arrive pas à croire que c'est réel. Et en fait, il faut que je sois capable de constater que si j'ai bien, entre guillemets, quelque chose, quelqu'un, je dis quelque chose à ce moment-là, parce que biologiquement parlant, j'ai un background de biologiste, j'ai fait une L3 en biologie, je sais que éthiquement parlant, moralement parlant, biologiquement parlant, si on a mis les dates d'IVG à ces stades-là, au stade auquel on les a mis, c'est que ça a été discuté dans les états généraux de bioéthique, du point de vue biologique, embryologique, etc. C'est que le bébé n'est pas considéré comme étant encore un bébé, donc c'est encore un embryon. C'est pas un bébé en tant que tel, donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de l'enlever, entre guillemets. Et du coup, là, en fait, j'ai besoin parce que j'arrive pas à réaliser que la situation est vraie et je pense que ça peut m'aider. Donc, on fait l'échographie. Et là, en fait, on voit que oui, effectivement, il y a ce qu'on appelle du coup un sac lutéal, je crois. C'est tout petit, hein, c'est un petit rond comme ça sur l'écran. En gros, il y a à peu près, ça fait à peu près cette taille-là, du coup, tout ce qui est utérus, etc. Et en fait, d'un côté, en appuyant bien, on voit qu'il y a un petit rond comme ça sur le côté. Et là, il me dit, bah là, du coup, c'est le sac lutéal, du coup, qui est en train de... Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je suis pas sûre. Je sais plus le terme exactement. Mais du coup, oui, il y a effectivement, le taux de bêta-HCG est correct. Je prends les photos, je fais les mesures, je regarde avec le dossier de ma collègue. Je vous laisse vous rhabiller et aller dans la salle d'attente. Et dès que tout est prêt, je vous fais revenir dans le cabinet. Et je vous donne du coup le compte rendu et je vous explique ce que j'ai mis dedans. Donc je retourne dans la salle d'attente, là j'envoie un message à ma collègue, je lui dis je crois que j'ai fait une connerie, dans le sens, je lui explique qu'en gros, que je demandais à voir le truc, et en fait de voir le truc, là juste une envie de chialer ma race, mais que je peux pas me le permettre parce que je suis en public, à tout moment je recroise quelqu'un, c'est pas le moment de faire ça, quoi. De pleurer en public. Et du coup, le gars me rappelle même pas 2 minutes après, j'ai même le temps d'envoyer ce message à cette collègue, que le gars me rappelle. On retourne dans son bureau, du coup, et là, il m'explique qu'en gros, la datation... lui, la date du... Je sais qu'il la date entre le 18 et le 19 juillet. Et je sais que j'étais en ovulation entre le 16 et le 19. Et en fait, le seul soir où on s'est vu, c'était le deuxième soir où on s'est vu, c'était le 17. C'était la nuit du 16 au 17, mais il est arrivé le 16 à genre minuit moins 5. Ou du coup le 17 à minuit 5. Et donc du coup en fait je sais que moi ma date, la date où ça s'est passé en fait c'est du coup c'est le 17 quoi. Il y a pas à tergiverser plus que ça, c'est le 17. Alors que sur les coups ils avaient dit entre le 16 et le 18, mais bon moi je connais mon corps, je connais mon cycle, je sais comment je suis quoi. Donc je sais que c'était le 17 entre les dates où on l'a fait et ma date d'ovulation, le seul date qui représentait c'était le 17, c'était pas le 18. Donc voilà, donc à ce moment-là, je tombe du blanc en réalisant qu'en fait, c'est pas si longtemps que ça et qu'en fait, si j'avais commencé à reprendre la pilule après le premier rapport qui était, je crois, le 12 ou le 13 juillet, en fait, ça aurait pas changé grand-chose. Ça aurait clairement pas changé grand-chose parce que la pilule, quand tu la reprends, elle fait effet au bout d'un mois. Enfin, elle fait effet au bout de la première semaine, sauf que là, en fait, 5 jours il s'est passé entre les deux rapports. Donc les gars, si j'avais repris la pilule après le premier rapport, j'aurais pas pu changer grand chose, je serais quand même tombée enceinte. Voilà. Donc du coup, à ce moment-là, et en fait tout ça là, ça s'est passé très vite. Du coup, ça s'est tout passé entre le 7 et avant le 15 juillet. Je crois que l'écho c'était le 14 juillet, quelque chose, le 13 ou le 14, 13 ou 14 août, entre le 7 et le 14 août. Donc tout s'est passé dans un délai d'un jour ou 2 jours à chaque fois. Donc ça s'est super bien goupillé. Et du coup, 14 août, je commence à appeler les hôpitaux parce qu'il me dit, moi je vais pas pouvoir continuer à faire le suivi. Essayer de voir du coup pour
comment ça s'appelle, avec un centre hospitalier, parce que du coup, moi, j'ai pas nous, on n'a pas l'accréditation en tant que sage-femme pour être sage-femme, mais être sage-femme pour faire les IVG. J'ai pas l'accréditation nécessaire, donc je peux pas vous faire le suivi et vous donner les médicaments. Donc, essayez de vous rapprocher d'un hôpital, et moi, instinctivement, qu'est-ce que je fais? Je prends la voiture et je retourne chez moi. Je retourne vers l'hôpital de chez moi, vers la maison médicale de chez moi qui était fermée, je monte au service gynécologie, et là, le service gynécologie m'apprend qu'ils n'ont pas de date avant fin septembre. Là, je commence à paniquer fort. Mais quand je vous dis paniquer fort, je panique vraiment très très fort. Et là, ils me disent non, mais si vous voulez, il y a un centre spécialisé à santé au sein de l'hôpital Nord qui peut avoir des dates beaucoup plus rapidement. D'accord, merci. Ils me donnent les coordonnées, donc je les remercie. Et juste après ça, du coup, je rentre chez moi, j'essaye de joindre l'hôpital Nord, et en fait, le temps que je rentre chez moi, il est 17h30. Et du coup, quand j'essaie de joindre l'hôpital Nord, le secrétariat, il ferme à 16h30. Donc il a fermé une heure avant, donc ça sert à rien. Donc le lendemain matin, à 8h du matin, je mets un réveil exprès à 8h du matin le lendemain, alors que je commençais pas le travail avant 14h. Parce que je voulais absolument avoir ce rendez-vous. En fait, avoir les dates de rendez-vous. J'appelle Nord, du coup, le centre de planification à Nord. Et je leur demande quelle est la date la plus proche. Et là, ils me sortent un premier rendez-vous le 24 août. Et moi, j'entends ça, mais ça me paraît si loin. Je sais qu'il y a le 15 août au milieu, qu'on est en plein été, qu'il y en a encore qui sont en vacances. Et c'est normal, c'est des périodes de vacances pour les 3/4 des gens, parce que les gens ont des enfants et que du coup, ils prennent à ce moment-là, tu vois, genre c'est logique. Mais dans ma tête, comme tout s'est enchaîné 2-3 jours, 24 août, 10 jours après, ça me semble énorme, ça me semble insurmontable, et ça me semble... Et la prio, connard! Il venait sur une prio, l'autre, mais ça va pas? Il y aurait une voiture, t'aurais fait quoi? Tu te laisserais emplâtrer? Bon, j'arrive à mon lieu de destination. Donc, je vous fais l'avortement partie 2 dans un autre podcast. J'espère que ce premier podcast vous aura plu. Désolée pour la vulgarité au volant et pour tous les moments où j'ai eu des absences à cause de trafic. Parce que ça va m'arriver souvent dans ces podcasts-là. Voilà, je vous mens pas. J'espère malgré tout que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le montrer en likant, commentant, partageant sur YouTube et je sais pas si vous pouvez liker sur Spotify, mais en tout cas, je sais qu'il y a moyen de laisser des commentaires sur Spotify. Donc, je vais voir si j'arrive à le poster sur Spotify, tant mieux. Parce que si j'arrive à le poster sur Spotify, ça veut dire que je vais pouvoir aussi le poster sur Deezer, même si je n'ai pas Deezer. Donc, je dois au moins le poster sur Spotify, donc j'ai Spotify et YouTube. Voilà. Et puis du coup, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ce podcast pour avoir les nouvelles des prochains épisodes. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Des bisous, bye bye!